Durant les prochaines minutes, vous allez tout savoir, tout comprendre, ce qui se passe en coulisses, ce qui se passe dans les médias, ce qui se passe entre les ténors de parti. Bonjour Lou Fritel. Bonjour. Journaliste à Paris Match, le dernier papier que vous signez est épatant. On est mort chez LR, la nuit des longs couteaux. Vous êtes chargé justement du suivi des droites et vous allez tout nous raconter ce matin. Bonjour Antoine Oberdorf. Bonjour Maxime. Journaliste à l'opinion, plutôt chargé on va dire du suivi des gauches avec ce papier également que vous signez et dont je recommande la lecture. Jean-Luc Mélenchon, ce sera la présidentielle, sinon rien. Et en effet, on a besoin de vos lumières ce matin pour comprendre ce qui se passe. On en a longuement parlé, on n'osait pas le croire quand en début de semaine on a entendu parler d'un Le Cornu 2. On se disait mais non, pas possible, il n'osera jamais. Bah tiens, bien sûr que si, il a osé. Donc on va en parler avec vous. 0826 300 300. Moi, je ne sais pas si la question est un peu provocante, mais quand même, en tout cas, sur le site Sud Radio, l'application et les réseaux sociaux, Le Cornu 2, est-ce qu'on a bien fait de laisser une seconde chance à Sébastien Lecornu au vu de la situation? C'est vrai qu'on a vu un petit regain dans les sondages, on a même vu un record d'audience au JT de France 2 en disant « Bravo, monsieur le Premier ministre, vous avez tendu la main, vous avez négocié ». Lou Fritel, Antoine Oberdorf, comment vous avez d'abord d'un mot réagi à cette nomination qui est arrivée quand même tard dans la nuit, Lou Fritel? Alors, pour nous, ça commençait à être attendu. On nous en avait parlé dès mercredi midi, de façon assez légère, c'est-à-dire que des membres du gouvernement démissionnaire expliquaient que, après tout, si Sébastien Lecornu réussissait à mettre d'accord et autour de la table les composantes de l'ex-socle commun, il pouvait raisonnablement espérer avoir un engouement dans la population et donc être renommé. Ce à quoi nous avons répondu, oui, mais est-ce que ça risque pas non plus de braquer un peu les Français? Et la réponse était un peu étonnante aussi. Non, de toute façon, il y a eu tellement d'informations qu'ils ne vont pas s'en rendre compte. Donc c'est vrai qu'il y a extraordinaire cette phrase. Il y a quand même mis sur la lessiveuse pour en fait étourdir les Français. Exactement. Qui ne seraient pas donc suffisamment physionomistes pour se rendre compte que Sébastien Lecornu 2 ressemble furieusement à Sébastien Lecornu 1. Vous savez, c'est le jeu des 7 différences avec la même photo. On est là, on plisse les yeux, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et puis surtout à ce moment-là, Lecornu avait fait savoir effectivement qu'il ne souhaitait pas être renommé et le soir, mais c'était avant le soir même où il l'a redit devant 6 millions de téléspectateurs quand même. Surtout ces 6 millions de téléspectateurs, c'est pas signe non plus de popularité, c'est plutôt signe de grande inquiétude chez les Français. En l'occurrence, si Sébastien Lecornu 1 n'a pas réussi, quelle raison ferait qu'il pourrait accomplir sa mission lors de Lecornu 2 avec à peu près les mêmes ministres? Alors on comprend bien que Bruno Retailleau ne sera normalement pas dans le gouvernement. Et on va y venir sur ce qui se passe à droite, en effet, Lou Fritel, surtout même quand on voit certaines déclarations. Juste sur le gouvernement, je rappelle quand même un point précis, il faut qu'on ait rapidement un conseil des ministres. Alors même un conseil des ministres démissionnaire, ça peut fonctionner, mais il y a un problème pour trouver des candidats au poste, déjà, parce que qui veut s'engager pour quelque chose qui peut durer quelques semaines seulement? Et ensuite, vous avez quand même tout le filtre de la haute autorité à la transparence de la vie publique. C'est extrêmement lourd. Il faut réveiller aussi les administrations et y compris vérifier les casiers des personnes potentielles. Donc cette machinerie interne fait qu'on va aussi mécaniquement se retrouver avec à peu près les mêmes ministres. Antoine Oberdorf, sur votre première réaction, même si le Cornu 2, on le voyait venir quand même. Ah, quand même. On a vécu la nuit des morts vivants et c'était pas rien. Non, très honnêtement, le sens du devoir et du sacrifice, devrais-je dire, de Sébastien Lecornu force l'admiration. C'est vrai qu'au fond, les Français ont fait connaissance avec lui lors de ce 20h. Il ne s'était jamais exprimé dans un tel format. Et ils ont découvert Sébastien Lecornu, un homme de 39 ans, moins de soldats, plutôt humble, plutôt qui forçait le respect. Et il aurait fait un très bon Premier ministre, sans doute, se sont dit beaucoup de Français. Et le problème, c'est que le contexte en politique, ça compte. Et que, si vous voulez, on a le sentiment quand même d'être arrivé au fond du fond de l'entonnoir. Emmanuel Macron a brutalisé les institutions à un tel point, brutalisé ses troupes aussi, qu'effectivement, il a épuisé les bonnes volontés. Et vous savez qu'on a coutume de dire, dès lors qu'il s'agit de former un gouvernement, que on en trouve toujours quelques-uns, y compris peut-être en déshérence pour venir à la soupe. Mais quand il s'agit même plus d'un CDD, mais d'une mission d'intérim dans un ministère, effectivement, ça fait moins rêver. Les ministres, peut-être de la future équipe Lecornu, auront à peine le temps de prendre possession de leur voiture de fonction, qu'ils auraient déjà été éjectés. Donc forcément, ça fait moins rêver. On nous parle, et ça m'inquiète, j'en finirai par là, de ministres technique, en tout cas de ministre étranger à toute ambition présidentielle. Mais la maladie présidentielle, ça s'attrape au contact du pouvoir. Donc, on peut faire venir des gens de grande qualité. On parle par exemple de Laurent Nunez du côté de la place Beauvau, le préfet de police de Paris. Et encore une fois, homme de grande qualité. Mais moi, je me pose la question de savoir, par exemple,
un profil technique à Bercy dans la période. Mettre les mains dans le cambouis d'une Assemblée nationale aussi tortueuse, c'est une folie. Justement, vous êtes l'un et l'autre chargés de la droite et de la gauche. C'est quand même maintenant là vers, on va dire, l'endroit vers lequel tous les regards se tournent et toutes les analyses vont commencer à se faire, parce que notamment, je me tourne vers vous, Lou Fritel, chargé des droites. Votre dernier papier, on est mort chez LR, la nuit des longs couteaux, dites-vous. En effet, on se souvient de plusieurs réunions houleuses. Hier, on en a fait des caisses sur Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, qui arrivent séparés, qui repartent ensemble. Il y a des énigmes aussi dans les éléments de langage. On ne soutient pas, mais on parle de plateforme programmative, on comprend rien. Vous qui les suivez, qui les scrutez, qui êtes la journaliste clairement la mieux informée sur ce qui se passe à droite, non mais qu'est-ce qui se passe dans les coulisses depuis plusieurs heures maintenant, et depuis cette réunion avec le président de la République où tout le monde s'accorde à dire qu'elle fut lunaire? Bon bah alors déjà, je vais pas vous rassurer, parce que même les cadres LR eux-mêmes ne comprennent pas très bien ce qui est en train de se passer. Recouchez-vous, auditeurs de Sud Radio. Laissez la radio allumée, mais recouchez-vous. Hier soir, il y a eu une réunion juste des députés. Ceux-ci ont décidé à quasi-unanimité de soutenir le gouvernement. Est-ce que ça ira avec une participation? Une participante m'a écrit en me disant soutien au gouvernement et participation. Il y a vraiment une envie de participer. En l'occurrence, ce sont plutôt les sénateurs et Bruno Retailleau en tête qui sont pas du tout sur cette ligne, parce que parce que Bruno Retailleau, quand il décide quelque chose, les sénateurs le suivent. C'était quand même le patron des sénateurs à une époque. Lui voulait participer et soutenir il y a une semaine. Il s'est retrouvé dans un méli-mélo, un tweet écrit beaucoup trop vite et sans consultation, à devoir acter sa rupture avec le gouvernement. Et sous le coup et la pression déjà de la boucle des sénateurs qui a très mal réagi, la boucle des discussions. Avec Gérard Larcher notamment. Et un dernier élément, les fédérations. C'est-à-dire que les patrons de fédérations ont commencé à recevoir des cartes tout de suite d'adhérents qui ne voulaient pas gouverner avec Bruno Le Maire, ou même Aurore Berger, par exemple, à la place de Sophie Primet en tant que porte-parole. Ensuite, vous avez autre chose qui est une question de ligne, c'est-à-dire que LR n'a jamais vraiment tranché après Éric Ciotti son alliance. Est-ce que c'est avec les macronistes? Est-ce que c'est avec le Rassemblement national? Précisément sur ce point, Lou Fritel, on était avec Frédéric Dabi il y a un instant, c'est lui qui signe cette grande enquête IFOP fiduciale, Le Figaro, LCI et Sud Radio. Il y a un chiffre qui est sidérant, 46% des électeurs souhaitent une union des droites, 41% jusque chez LR. Vous qui les avez en permanence au bout du fil, est-ce que c'est ça que vous sentez chez les cadres? Une tentation, un moment de tendre la main vers la droite. Je vais vous raconter une anecdote vraiment qui explique vraiment ce qui s'est passé chez LR aussi depuis 1 an et demi. C'est-à-dire pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. La nuit où Éric Ciotti deal avec Marine Le Pen, j'appelle des cadres LR pour essayer de vérifier l'information et surtout le nombre de circos qui avait été demandé, et j'apprends qu'un accord est en train de se nouer à ces cadres. Et l'un d'eux, donc d'abord, est furieux. Et quand je lui dis le nombre de circonscriptions qui a apparemment été demandé par Éric Ciotti, c'est-à-dire 130, il dit « Ah, 130, quand même !» Non, mais vous savez, en fait, le cordon sanitaire, c'est vrai que ça fait des années qu'il n'existe plus avec le Rassemblement national. Et donc, il me déroule le truc. Et puis, je vous annonce que ce cadre est toujours chez LR et qu'il a même pris du galon dans le sillon de Bruno Retailleau. On pense fort à lui ce matin. Du côté de la gauche, maintenant, Antoine Ambordorf, je rappelle votre dernier papier, Jean-Luc Mélenchon, ce sera la présidentielle, sinon rien. Comment ça se passe à gauche? On a vu hier quasiment un front commun, que ce soit le PS, j'ai l'impression que c'est plus nuancé, vous allez nous dire, que ce soit les écologistes, avec la phrase de Marine Tondelier, tout ça finira mal. L'état des lieux des troupes, comment on observe ça? C'est la censure automatique absolument, forcément? Pas pour les socialistes en tout cas. La censure a priori pour les socialistes, parti de gouvernement s'il en est, c'est pas tout à fait possible. En fait, Olivier Faure arrive pour le moment à sauver les apparences. Je m'explique. Il a d'une part des insoumis qui de toute façon, matin, midi et soir, le traiteront de traître à tout va. Ça c'est une constante, il s'est habitué à vivre avec. Mais par ailleurs, Olivier Faure... Ah oui, d'accord. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Quand vous avez bu le cahier jusqu'à la lie, après vous sentez plus rien. C'est ça. En revanche, il lui faut absolument garder à ses côtés Marine Tondelier, l'écologiste, et Fabien Roussel, le communiste. Parce que ils sont engagés ensemble vers une présidentielle, une possible candidature commune à la présidentielle, une potentielle primaire. Donc, les laisser partir, se couper d'eux, c'est compromettre l'échéance de 2027. Donc Olivier Faure, hier, tenait absolument à avoir sa photo dans la cour de l'Élysée avec ses partenaires communistes et écologistes qui lui permettent de supporter précisément les oukases constants de Jean-Luc Mélenchon. Parce que tant que Jean-Luc Mélenchon
est seul et isolé dans sa logique jusqu'au boutiste, les socialistes peuvent continuer à avancer vers des solutions de compromis constructives, des solutions gouvernementales. Se démarquer. Exactement. Ceci étant posé, Olivier Faure a fait mine de croire qu'il était possible qu'un Premier ministre de gauche soit nommé, en particulier qu'il soit nommé à Matignon. Dans le même temps, les socialistes un peu lucides, et y compris lui-même, vous disaient que il savait pertinemment qu'Emmanuel Macron préférait s'ouvrir les veines plutôt que de nommer un Premier ministre de gauche. Voilà. L'expression pas dans l'excès. Mais non, mais c'est vrai. Mais Emmanuel je suis sûr que c'est vrai. Il méprise fondamentalement les socialistes. Non, mais sur ce que vous Pourtant, dites, il en vient, c'est ça qui est fou. Oui, c'est parce qu'il les a vus qu'il les méprise. C'est bien pour ça. Sans doute vrai. Mais arrêtons-nous un instant sur les 2-3 minutes qui nous restent précisément sur ce que vous venez d'aborder rapidement. Est-ce que vous venez d'esquisser, Antoine Oberdorf, c'est cette question de la réforme des retraites. Il se joue quand même quelque chose d'inédit actuellement, que ce soit à droite et à gauche, et c'est pour ça que j'aimerais qu'on essaye de terminer ce débat là-dessus. On nous dit réforme des retraites, alors je passe les détails, suspension, abrogation, mais on se rappelle quand même déjà du premier choc, de savoir qu'une partie de la droite a fait refuser de voter la réforme Borne. Pire, ils avaient voulu censurer le gouvernement Borne. Donc lunaire. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est une vraie ligne de fracture qui disent beaucoup, parce que ceux qui sont sur le terrain, c'est-à-dire ceux qui sont pas cadres du parti, qui sont confrontés aux Français, disent, et je me tourne vers vous, Lo Fritel, en réalité sur le terrain, si on suspend la réforme, ça va peut-être nous faire gagner des points. C'est ça qui joue vraiment en coulisses? Alors, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, effectivement, 19 avaient voté la censure à Elisabeth Borne en 2023. Ensuite, LR n'a que 2 circonscriptions maintenant avec Michel Barnier, où le député est en zone urbaine. Sinon, ce sont seulement des zones rurales. Ils sont directement concurrencés et très très sévèrement par le RN. Et la question de la réforme des retraites, effectivement, est un point central. Et en l'occurrence, c'est une autre ligne de LR qui a réussi à s'imposer à l'Assemblée nationale. C'est une ligne beaucoup plus sociale, en réalité. Et c'est complètement en dichotomie avec le Sénat. Alors Lou, vous dites social, moi je vais vous faire la version de l'opinion. La réalité, c'est qu'on s'aperçoit que c'est LR qui nous donne des leçons de bonne gestion comptable, sont des libéraux en peau de lapin en fait, depuis le départ. Et on aurait dû s'en journaliste de l'opinion. On aurait dû s'en rendre compte au moment de la réforme des retraites, c'est-à-dire que toutes les préventions, les précautions qu'ils ont par rapport au Rassemblement national, parce que vous comprenez, Jordan Bardella n'a pas de programme économique, c'est vulgaire, l'extrême droite, et par certains aspects, pourquoi pas, ils ont raison, ils n'ont pas réfléchi à leur plateforme économique, mais en réalité, tout ça, c'est de la poudre aux yeux, du vent. Et du côté de la gauche, à quel point, si vous voulez, c'est un totem, contrairement à Elisabeth Borne, pour reprendre son expression. Est-ce que vous sentez, par exemple, que le Parti socialiste serait capable d'être dans une ambiguïté stratégique, là aussi pour prendre un terme, sans toucher à la réforme des retraites, ou pas du tout? Non, il va falloir y toucher. Il va falloir y toucher pour de bon. Alors après, vous avez la suspension, vous avez le mot. Donc déjà, on est passé d'abrogation à suspension. Ça va vite, la sémantique. Qu'est-ce que ça veut dire, suspension? Après, il faut préparer, j'allais dire le cadavre. Mais oui, il faut habiller tout ça. Il va falloir habiller cette suspension de la réforme des retraites, comme François Bayrou avait su habiller la non-censure des socialistes en janvier-février dernier pour se maintenir et faire passer un budget. Voilà, Antoine Oberdorf, journaliste à l'opinion chargé des gauches. Je rappelle votre dernier papier, Jean-Luc Mélenchon, ce sera la présidentielle sinon rien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et merci aussi à Lou Fritel, journaliste à Paris Match, chargé des droites. Je rappelle votre dernier papier, on est mort chez LR, la nuit des longs couteaux. Rien que ça, vous avez compris, et j'espère, auditeurs de Sud Radio, que vous avez eu un petit aperçu de ce qui se trame en coulisses, parce que comme on dit trivialement, ce n'est pas joli. Merci beaucoup, mes camarades, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée, parce que je sais qu'elle va être compliquée.